Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. Le saviez-vous, l'aquarium du lagon est équipé d'un centre de recherche dédié au monde sous-marin et à l'élevage des larves. Ces larves de poissons ou de crevettes naissent, grandissent et sont élevées selon des règles et des critères très stricts. Comment élève-t-on des poissons au sein de l'aquarium du lagon? Quelles sont les règles à observer pour assurer la survie de ces minuscules pensionnaires? Les coulisses de la science à l'aquarium du lagon, c'est tout de suite sur NCTV. Pour débuter ce parcours d'élevage, nous sommes rendus dans la salle d'éclosion. C'est là que nous avons rencontré Florent Keller qui va nous expliquer étape par étape et dans le détail comment naissent ces larves. Tout commence par la gestion des géniteurs, c'est-à-dire les poissons ou les crevettes adultes. Une phase cruciale puisqu'elle porte sur la préparation et la maintien en forme des animaux en captivité. Et oui, pour qu'il y ait des larves, il faut que les parents soient en bonne santé. La visite de la pouponnière de l'aquarium, c'est tout de suite. Quand on s'attaque à la reproduction des animaux, il y a une grande phase de gestion des géniteurs, donc des parents, qui est très importante. Donc, notamment en termes de préparation, d'alimentation et de maintien, c'est-à-dire maintenir des animaux en captivité pour qu'ils se reproduisent. On va essayer de recréer le plus possible la nature en mettant uniquement l'espèce qu'on veut reproduire et on nourrit beaucoup, on prend grand soin à nourrir ces animaux parce que bien nourrir les géniteurs, bien nourrir les parents, c'est déjà bien nourrir les futures larves puisque la création d'œufs se fait à l'intérieur des animaux. Donc à l'aquarium, on a isolé un certain nombre d'animaux qu'on arrive à reproduire et on va les mettre en captivité et on va essayer de gérer des familles, des couples jusqu'à ce qu'avoir des reproductions naturelles en captivité. Les animaux qui sont isolés à objectif de reproduction, c'est des animaux où bien sûr on va soigner l'alimentation et on va soigner aussi le confort en termes d'espace. C'est-à-dire que là, on a quelques animaux dans beaucoup d'espaces. Ça fait partie des critères de réussite pour avoir des reproductions. On a quelque chose qu'on appelle de monospécifique, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas mélanger les animaux entre eux. Comme ça, il n'y aura pas de compétition entre différentes espèces d'animaux. Et en principe, on devrait avoir des reproductions. Donc là, on nourrit 3 à 4 fois par jour en fait, les animaux. Parce que déjà, dans leur cycle naturel, ça va être ça. Ces animaux-là, ils vont déjà se nourrir, ils vont passer leur temps à se nourrir. Et puis ensuite, on va rajouter tout un tas de petits éléments à la nourriture pour favoriser la production de gamètes, d'œufs et pour que les larves soient en bonne santé dès leur sortie de l'œuf. Ici, on est sur une espèce qui va se reproduire par œuf fécondé de manière externe. C'est-à-dire qu'en fait, là, le mâle, pour cette espèce-là, la femelle va poser les œufs sur une surface. Donc là, c'est intéressant qu'on ait justement des surfaces particulières, propres, justement pour favoriser la dépose des œufs de la femelle. Et ensuite, le mâle va venir féconder de manière externe, en fait, les œufs. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les espèces. Bien sûr, il y a des espèces qui vont garder les œufs sur eux, ou alors il va y avoir des animaux qui vont faire des fécondations je dirais dans l'eau, dans le volume. Donc on a des œufs qui sont collés sur des parois, on a des œufs qui sont collés sur des parents, on a des œufs qui sont dans le volume d'eau. Donc en fonction de l'espèce et donc de la méthode de reproduction, on peut récupérer à l'aquarium ou des larves, ou des œufs collés sur des supports, ou des œufs qu'on a récupérés dans le volume d'eau. Une fois les larves prélevées, il faut bien sûr en prendre soin. Nos larves sont des nouveau-nés. Et comme dans une maternité, il faut aménager un lieu d'accueil propre, aéré, tempéré et éclairé afin de faciliter leur épanouissement, leur croissance et donc leur bien-être. On regarde tout ça en images. Donc là, je vous présente la salle d'élevage larvaire de l'aquarium.
Donc c'est là où vont arriver toutes les larves ou les œufs qui vont être récupérés dans les différents bacs. Donc on va ensuite mettre les œufs à incuber ou les larves à se développer dans des bacs spécifiques où en fonction des espèces d'œufs qu'on a récoltées, on va pouvoir jouer sur les conditions d'éclairage, de température. Okay. Donc là, ça c'est nos incubateurs d'œufs. Donc là, il y a 3 jours, on a récupéré des œufs de ces aquariums-là, de ces reproducteurs-là, qu'on a mis à incuber. C'est-à-dire que le développement de l'œuf va se faire dans l'incubateur. Et aujourd'hui, on a l'éclosion des œufs, donc on a des larves. Les incubateurs, c'est simplement une phase entre le moment où les œufs sont pondus et le moment où les larves vont sortir de l'œuf. Il faut qu'on puisse maîtriser le procédé parce que sinon, dans les grands bacs, les œufs vont éclore puis les larves vont partir ou être mangées par d'autres poissons. Donc c'est là, on va récolter les œufs, on va les mettre dans ces incubateurs. En fonction des espèces, il y a un temps d'incubation de l'œuf, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Et au jour J, nous, on va pouvoir suivre le développement et savoir qu'aujourd'hui ou demain, on a une larve et préparer en fait tout le travail en amont. Il y a 3 jours, on a mis ces œufs dans ces petits incubateurs là. Et aujourd'hui, là, je viens vérifier effectivement s'il y a des larves qui se sont bien écloses, si tout s'est bien passé. Et là, on voit qu'à l'intérieur, donc j'utilise la lampe en fait, ça permet, parce que c'est quand même assez petit, ça fait moins de 2 mm, et ça permet de voir si les œufs ont bien suivi leur développement et si j'ai assez de larves aujourd'hui pour faire de l'élevage et les mettre en élevage. Les larves, en principe, elles vont remonter en surface. Donc moi, je vais pouvoir facilement venir les récupérer en surface. Donc là, je vais laisser sédimenter un petit peu les choses et je vais venir récupérer les larves pour les compter et ensuite pour les mettre dans l'élevage. Là, ce qui va se passer, c'est que voilà, ça a décanté, j'ai toutes mes larves qui sont montées en surface. L'idée, c'est de pouvoir observer ces animaux pour voir si tout va bien et compter le nombre d'animaux qui ont éclos. Donc là, je viens récupérer les larves le plus délicatement possible en surface. Donc on les voit, elles rentrent dans le bécher. On s'aperçoit en fait que les œufs vont être support de tout un tas de bactéries ou de maladies potentielles. Donc on va absolument éviter de récupérer les œufs. On ne veut que les larves. Donc là effectivement la qualité de l'eau dans les pondoirs elle a été maîtrisée. On essaie de gérer la température, de gérer le mouvement de l'eau. Parce qu'en fait, les œufs, quand ils ne sont pas remués, c'est pour ça qu'on a des petits bullages, ils vont se poser au fond et ils ne vont pas se développer correctement. Donc là, on essaye de recréer avec le bullage l'hydrodynamisme, en fait, le courant d'eau qu'il y aurait naturellement sur les œufs. Donc là, ça marche pas trop mal. Mais sur certaines espèces, l'incubation des œufs n'est pas maîtrisée. Là, sur cette espèce-là, on maîtrise correctement l'incubation de l'œuf. Alors, on va le poser ici. Alors là, j'ai 2 litres avec des milliers de larves dedans. Donc la difficulté, c'est estimer combien j'ai de larves à l'intérieur. Donc on va brasser tout doucement et on va prélever des petites quantités et puis qu'on va les compter sous la bino. Ça permettra de regarder l'état des larves et en même temps d'estimer la quantité de larves que j'ai là-dedans. Et en même temps, c'est des animaux qui viennent de naître, donc c'est assez fragile. Donc je fais des prélèvements d'un certain volume et je vais quantifier comme ça en fait combien j'ai de larves. Donc là en fait j'ai un petit prélèvement de volumétrique. Donc je vais compter combien j'ai de larves dans chaque petit prélèvement. Ça va me permettre aussi de savoir la qualité de mes larves. Donc je vais voir le développement, le premier jour de développement si ça s'est bien passé. Donc on va aller à la bino. Là je suis obligé malgré les lunettes, je suis obligé d'augmenter un peu le zoom de grossissement. Ici c'est un petit peu la salle d'observation dans le microscope la bino. Ça nous permet de regarder ce qui est un petit peu trop petit pour
pour l'œil nu, et notamment les larves là qui font à peine 2 mm. Donc là, l'idée, toujours, hein, c'est de compter le nombre de larves que j'ai dans mon grand bécher, d'estimer en fait, hein, on va estimer, et de voir la qualité des larves. Donc là, j'ai des larves qui sont assez normalement développées, et puis j'ai des quantités relativement correctes. Donc là, elles ont été transférées dans le bac d'élevage larvaire numéro 2, qui a été au préalablement préparé. Les conditions d'eau ont été prévues pour que ça ressemble, que ce soit les mêmes que dans l'incubateur, hein, là où l'œuf s'est développé. Et en même temps, on a préparé le bac pour qu'il y ait l'aliment pour que la larve puisse trouver rapidement son aliment quand elle va se développer et ouvrir la bouche. Là, on a des larves en fait qui n'ont pas encore de bouche ni d'yeux. Donc, dans les prochaines 24 heures, les yeux vont se développer et la bouche va s'ouvrir. Ce qu'il faut, c'est que la nourriture soit présente avant l'ouverture de la bouche et l'apparition des yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse s'habituer à la présence des proies. Donc, on savait qu'aujourd'hui, on aurait des larves. Donc, hier et avant-hier, on a préparé le bac et on a mis les proies et on a mis, si vous voulez, en place tout le zooplancton nécessaire à la larve pour que quand elle ouvre la bouche, quand elle a les yeux ouverts, toute la nourriture soit déjà présente. Donc, particularité de cette larve-là, on a un tout petit bullage à l'intérieur, donc une toute petite remise en suspension d'eau. Alors le bullage, ça sert à créer un mouvement d'eau pour que les larves ne stagnent pas sur le fond, qu'elles ne viennent pas se coller sur la surface, ça sert à remettre en suspension un petit peu toutes les choses. Si on avait de l'eau stagnante, tout sédimenté, ça serait pas viable pour les animaux. Mais en même temps, on ne peut pas mettre trop de bullage, on ne peut pas mettre trop de remise en suspension, sinon on va abîmer les larves. Voilà. Donc cette larve-là, il lui faut ce type de bullage. Et il lui faut une toute petite lumière. Les premiers jours de développement, on va avoir de bien meilleurs résultats de développement larvaire dans la pénombre. Par la suite, on augmentera la lumière pour faciliter la prise de la proie. Plus il y aura de lumière en fait, et plus grâce à ses yeux, la larve trouvera la proie facilement. Ces petits pensionnaires, ou plutôt micro-pensionnaires, il faut les faire pousser et donc les nourrir avec des aliments et des nutriments de différentes tailles selon les espèces. Vous allez découvrir que ce ne sont pas seulement les bébés que l'on nourrit, mais aussi les aliments dont ils se repassent dans le bassin. Comme le zooplancton qui lui se nourrit de phytoplancton ou microalgues. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans une salle tout entière dédiée aux fameuses algues nourricières. On essaie de recréer d'une manière un peu simplifiée la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'on a du phytoplancton, comme dans la nature. Ce phytoplancton va nourrir du zooplancton et c'est ce zooplancton-là qu'on va donner à nos larves. Parce que dans la nature, c'est ce qui se passe. Les larves, les petites larves de poissons, vont se nourrir du zooplancton. Donc en parallèle, on a tout un tas de laboratoires qu'on découvrira ensemble où on va produire du phytoplancton pour nourrir du zooplancton et ce zooplancton-là, on le donnera à nos larves. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la salle d'algues. La salle d'algues, c'est là où on va faire pousser des microalgues, des algues unicellulaires, qui vont nous permettre de nourrir le zooplancton. Donc on voit qu'il y a différentes couleurs, c'est parce qu'il y a des espèces différentes. Et pour nourrir le zooplancton, on va utiliser des assemblages de différentes espèces. Par exemple, pour nourrir une espèce de zooplancton, on va utiliser un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là. Elles vont permettre au zooplancton de se développer, se reproduire et d'être enrichi en éléments contenus dans les algues et donc d'apporter à la larve une qualité de nutriments supérieure.
Donc, du coup, pour mettre en culture, hein, on part d'une eau de mer, hein, parce que c'est des algues, des micro-algues d'eau de mer. Donc on va filtrer à un micron, qu'on va stériliser pour qu'il n'y ait plus rien dedans. Et ensuite, on va ensemencer le milieu qu'on a stérilisé avec uniquement l'espèce d'algue qu'on veut. Et celle-là, elle va proliférer. On va mettre aussi tout un tas de nutriments comme des engrais. Et elle va proliférer dans notre milieu puisqu'il n'y a qu'elle. Il n'y a que la microalgue voulue. On est obligé d'avoir du zooplancton vivant pour nourrir un arbre. Et pour avoir du zooplancton vivant, il faut des algues unicellulaires, des algues vivantes qu'on est obligé de produire. Donc là, c'est une salle un peu spécifique parce qu'une fois de plus, il y a des conditions de lumière, de température, de remise en suspension et de stérilité pour pas que ça se mélange en fait. Donc un peu particulière. Donc là, il n'y a que les algues qui sont élevées ici. On va donc prélever un petit peu de ces productions d'algues justement pour nourrir nos élevages de zooplancton. Donc tout est gradué, hein, tous les béchers, hein, toutes les quantités sont mesurées. Lorsqu'on prélève une quantité d'algues et qu'on distribue une quantité d'algues dans un élevage de zooplancton, tout est déjà calibré. On appelle ça, on sait combien de quantité d'algues il faut donner à tel élevage parce qu'on sait qu'il y a tant d'animaux à nourrir. Voilà, là j'ai un assemblage de 2 types d'algues différents. Il ne faut pas les mélanger parce qu'ils ont quasiment la même couleur et pourtant ce n'est pas du tout la même espèce. Et avec ce volume-là, je vais aller nourrir mes élevages de zooplancton. Pour nourrir les larves, on a isolé différentes souches de zooplancton. On a choisi des espèces particulières qu'on sait élever et qui vont correspondre à ce que mangent les larves. Nous, on a sélectionné 3 espèces. Pourquoi 3 espèces? C'est parce qu'en fonction de chaque larve et en fonction de chaque stade d'évolution de la larve, elle va avoir besoin de telle ou telle espèce de zooplancton. Donc du coup, pour chaque espèce de zooplancton, qui est en fait la proie vivante que va manger la larve, on a réussi à être un petit peu autonome, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas chercher dans le milieu naturel. Et effectivement, on arrive à avoir une population que l'on entretienne de manière autonome dans l'aquarium. Donc pas besoin d'aller chercher du zooplancton, on est capable de le produire nous-mêmes et de fermer le cycle, ce qu'on appelle fermer le cycle, c'est-à-dire qu'on a des parents, on a des petits, les petits vont devenir grands, les petits vont devenir grands et vont refaire des bébés. Donc voilà, on gère nos populations de zooplancton de cette manière-là, parce qu'on a la quantité et le type d'algues, de micro-algues qu'il faut pour arriver à ça. Tous les jours, en fait, on va venir compter le nombre de proies, donc le nombre de zooplancton. Le zooplancton, c'est les proies pour les larves. On va venir compter et on va réajuster la quantité. Donc tous les jours, on va venir chercher la quantité optimale de zooplancton, on va remettre là-dedans. Donc du coup, là, on est au premier jour de vie de notre élevage de larves, notre élevage larvaire. Donc on a mis la quantité de proies vivantes de zooplancton adéquate et pendant 10 ou 15 jours, les larves vont se nourrir de ce petit zooplancton-là et se développer. Donc jour après jour, elles vont grandir, manger de plus en plus de choses et elles vont arriver au stade où le zooplancton ne correspondra plus trop à leurs besoins. Donc on changera, on mettra une autre source d'alimentation, un autre zooplancton, mais plus gros celui-là. Et ça pendant encore quelques jours, jusqu'à ce qu'on puisse les sevrer avec d'autres choses. Un élevage larvaire, ça dure entre 20 et 40 jours. Ensuite, on a des animaux qui sont assez costauds qu'on peut récupérer de leur élevage vraiment contrôlé et qu'on va pouvoir mettre dans un aquarium un peu plus classique et faire grandir. Une fois qu'elles sont transformées, elles sont passées de l'état de larve à l'état de mini-adulte, on appelle ça une post-larve. Voilà, ces animaux-là, on va dire que l'élevage larvaire est fini, ça dure entre 20 et 40 jours en fonction des espèces et on va pouvoir les mettre, je dirais, dans une enceinte un peu plus simple. Donc les besoins en température,
en sanité, en oxygène, en alimentation sont un petit peu moins spécifiques. Donc on va pouvoir ensuite faire grossir des larves jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. Donc là, voilà, une fois que l'élevage larvaire est terminé, qu'on a des animaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs parents, on va les mettre dans des enceintes un petit peu plus grosses qui vont permettre aux animaux de grandir. Et puis oui, ils iront en exposition ou ils repartiront en mer en fonction des espèces, en fonction de ce qu'on veut présenter. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu tous mes bébés, tous nos bébés, quoi. Donc du coup, on y passe pas mal de temps. On n'essaie pas trop, nous, de forcer la nature. On reste des observateurs de ce qui se passe déjà dans nos propres bacs d'exposition. Donc on s'est aperçu qu'il y avait certaines espèces qui, dans nos aquariums, en exposition, pondaient naturellement. Donc on s'est intéressé particulièrement à ces espèces-là, dans un premier temps. Et on a réussi à isoler, donc on a sorti effectivement des animaux des aquariums et qu'on a isolés dans nos zones techniques en essayant de leur donner un maximum de confort et de soins pour qu'ils puissent continuer à se reproduire. Et puis ensuite, on a des animaux qui, de manière opportuniste, vont se mettre à se reproduire. Et c'est le cas avec un animal cette année, un petit syngnathe. Un petit syngnathe, ça fait partie de la famille c'est un peu le cousin de l'hippocampe, et notamment qui est endémique à la Calédonie. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on est les seuls quelque part à pouvoir travailler sur cette espèce-là. Donc là, effectivement, notre objectif, c'est dans un premier temps d'utiliser naturellement les animaux qui pondent dans nos aquariums d'exposition et dans notre zone technique, mais aussi de s'intéresser à des animaux plus spécifiques à la Calédonie, donc qui sont qu'en Calédonie, parce que du coup, au final, il n'y a que nous qui pouvons travailler dessus. L'aquarium a pour vocation donc, de présenter les animaux et les écosystèmes calédoniens au public, a aussi l'objectif de sensibiliser les gens et de montrer un petit peu le comportement des animaux, d'expliquer comment fonctionne la nature à travers les animations pédagogiques. Et si vous voulez, en même temps, nous on est témoins, on a un grand centre d'observation ici à l'aquarium avec tous les animaux qu'on accueille. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient dans nos aquariums, notamment des reproductions. On a la vocation, on a le devoir même de comprendre, d'essayer de faire mieux au niveau des reproductions de poissons. Pourquoi? Pour déjà essayer de limiter un petit peu notre besoin de capturer des animaux pour les mettre en aquarium. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si des fois on arrive à reproduire ce qu'on appelle boucler des cycles, c'est-à-dire avoir des animaux qui se reproduisent, élever des larves, il vaut mieux effectivement montrer des larves qu'on a produites à l'aquarium plutôt qu'aller en chercher dans le milieu naturel. Donc on a un peu cet objectif-là, et aussi, en plus de comprendre comment ça fonctionne, et éventuellement de pouvoir essayer de remettre les animaux qu'on a capturés, en remettre dans le milieu naturel. Ça fait partie de nos missions, hein, d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature. On essaye d'expliquer ce qu'on connaît aux gens à travers un aquarium, comment fonctionne, comment se déplacent les animaux, comment ils vivent ensemble. Mais nous-mêmes, on est continuellement en train d'apprendre des choses nouvelles, parce que finalement dans la nature, il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît pas. Et là justement, c'est très intéressant pour nous d'en arriver là, à être un petit peu spectateur devant des animaux qui se reproduisent, et on essaye de comprendre, et essayer de travailler sur ces animaux pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je dirais que c'est quand même l'aboutissement un petit peu de notre mission, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur des choses qu'on ne connaît pas. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro des coulisses de la science. À bientôt et gardez l'esprit ouvert.